Bonsoir. Le quatrième invité de la semaine pour cette émission spéciale présidentielle 2012 est Jacques Cheminade. Il va répondre dans quelques minutes à mes questions. C'est la surprise de cette élection. Il s'était présenté une fois aux élections de 1995 où il avait obtenu 0,27% des voix et puis personne n'en avait plus entendu parler. Il a décidé néanmoins de faire acte de candidature une seconde fois cette année. Il a un positionnement politique assez compliqué, puisqu'il se déclare gaulliste de gauche et qu'il a ou a eu des amitiés avec des responsables internationaux d'extrême droite. Voilà ce qu'il propose aujourd'hui. Jacques Cheminade. Jacques Cheminade, bonjour. Alors vous êtes la surprise de ce scrutin. Vous vous définissez vous-même comme une sorte d'ovni de la politique. Ah non, c'est pas moi, c'est les journalistes qui l'ont dit. Moi, je me définis comme un gaulliste de gauche. Un gaulliste de gauche. Comment est-ce que les Français pourraient-ils mieux vous connaître? Comment vous vous présenteriez aux Français? Grâce à vous qui posez une question ouverte, d'habitude les journalistes posent des questions fermées, en disant, voilà, on a une crise financière, monétaire, internationale qui est le grand sujet. En même temps, on a une décomposition de l'Europe, un risque de guerre. Aucun des candidats ne traite ces sujets. 2 tiers des Français ne sont pas intéressés par la campagne. Il faut mettre ces sujets sur la table et en faire une matière de vision, de projet pour relever le défi. Vous trouvez que dans la campagne actuelle, les hommes politiques ne parlent pas assez de la crise et des remèdes à apporter à la crise? Ils en parlent, mais ils parlent comme d'un ensemble de choses, de statistiques sur un corps malade, au lieu de se dire il faut changer de système. Et changer de système, ce n'est pas faire quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de futur, c'est au moins revenir à ce que Roosevelt avait fait aux États-Unis et à ce qu'on avait à la Libération en France. C'est-à-dire? C'est-à-dire un système où l'argent soit orienté par une banque nationale qui est le chef d'orchestre et qui est une banque publique d'investissement, qui est d'un crédit public, et en même temps qu'on sépare d'un côté les banques de dépôt et de crédit, qui doivent faire gérer les dépôts et donner du crédit à l'économie et aux ménages, et de l'autre côté les banques d'affaires. La réduction de la dette, qui est quand même quelque chose d'important, y compris dans la réduction de la crise. Est-ce que vous pensez qu'elle n'est pas indispensable? Je vais vous dire quelque chose qu'on sait dans les milieux de la bourse et les milieux des banques, cette dette ne pourra jamais être remboursée. Et il n'y a que 3 moyens d'y mettre fin. Je ne parle pas de la dette française, je parle de la dette qu'il y a dans le monde. 3 moyens, la première c'est l'inflation, une hyperinflation qui se dessine à l'horizon, puisqu'on a émis de l'argent sans créer de la richesse et sans créer des choses utiles à l'homme. La deuxième, c'est une déflation draconienne. Et j'avais vu, par exemple, un Benjamin Lancard des Jeunesses populaires faire l'éloge du Laval de 1935. J'en étais vraiment assez surpris. Ouais. Donc, ça serait cette politique-là. La politique de Brüning en Allemagne en 1930-1932. Et puis, il y a une troisième méthode qui est de dire, voilà, il y a des dettes légitimes, il y a des dettes illégitimes. Les illégitimes, il faut proclamer un moratoire ou ne pas les payer. Et les autres, les légitimes, il faut les payer, il faut les maintenir. Et pour ça, je vois la nécessité de cette séparation de banques de crédit et de dépôt et de banques d'affaires. Aujourd'hui, ce qu'on voit en Europe, on donne à 1% sur 3 ans, 489 milliards en décembre, 529,5 milliards en février à 800 banques, alors qu'il y en avait 500 en décembre. Et on émet cet argent comme ça, qui circule, et les banques elles-mêmes vont remettre cet argent à la Banque Centrale Européenne et pas le donner à l'économie parce qu'elles n'ont pas confiance. Donc c'est pas moi qui n'ai pas confiance, c'est les banques elles-mêmes. Quelque chose de fou. En fait, vous diriez que c'est qu'il y a une espèce d'évaluation qui ne dit pas son nom. C'est quelque chose qui ne veut pas dire son nom. C'est comme pour la Grèce. La Grèce n'a pas fait défaut, elle a volontairement fait une politique de massacre social. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Mikis Theorakis ou Manolis Glezos qui disent on a eu l'occupation d'Asie, maintenant on a une occupation financière. Ce n'est pas du même ordre, mais c'est une occupation financière qui peut créer les conditions. Je ne sais pas, le sommeil de la raison engendre des monstres, et on peut voir apparaître ces nouveaux monstres. Ils sont à l'horizon pour moi. Vous pensez qu'au fond, sur la Grèce, on aurait dû considérer qu'une partie de la dette était légitime et une autre partie illégitime? Et surtout, on n'aurait pas dû faire ce qu'on a fait. Goldman Sachs a complètement couvert les comptes de la Grèce, puis au moment où la Grèce était en difficulté, ils se sont dit, tiens, on va le dire, on a acheté des crédits de default swaps, on a acheté des assurances sur la dette grecque, et on fait un bénéfice énorme sur ça. On est en train de jouer contre l'intérêt de ses propres clients. Enfin, c'est un manque de déontologie absolue. Et la meilleure chose que j'ai vue pour définir la situation, c'est un dessin de Plantu, où on voit Berlusconi en Italie s'éloigner avec sur le dos une femme dans le plus petit appareil, le plus simple appareil, et on dit « bunga bunga, c'est fini ».
Puis on voit arriver Monty avec Goldman Sachs, le grand coffre de Goldman Sachs sur le dos, et en disant voilà ce qui commence, c'est la moralisation de la vie publique. Donc on est dans un milieu où on renfloue les banques d'affaires, celles qui ont triché, joué et très souvent perdu, et on impose une austérité au peuple. C'est jouer avec le feu comme on a joué au début des années 30. J'ai lu votre livre programme et on s'aperçoit que vous consacrez beaucoup de lignes à l'oligarchie. Cette oligarchie financière que vous décrivez par ailleurs. Comment est-ce que vous définiriez l'oligarchie qui en ce moment pèse sur l'Europe? Elle pèse effectivement sur l'Europe parce qu'elle a une vision du monde de conserver les choses. Qui la compose, cette oligarchie? L'oligarchie est composée par un mélange de milieux d'affaires, de conglomérats d'intérêts financiers, de gens qui ne s'aiment pas entre eux mais qui ont la même conception du monde. Garder le pouvoir pour nous et ne pas vouloir que se développe une économie qui donne sa chance à tous. C'est une oligarchie qui est malthusienne par définition et, je dirais, incestueuse. J'ai bien aimé le livre de Sophie Coignard, qui n'est pas très contente que je la cite, mais enfin, c'est très bien fait, l'oligarchie des incapables, liée en France au népotisme d'État. Et on a ce système qui s'est mis en place et qui fonctionne et qui tourne à vide avec, auparavant, il y avait des oligarchies en France, il y avait des oligarchies, disons, des milieux artistiques, la showbiz parisienne, il y avait une oligarchie financière, puis l'oligarchie administrative, les énarques, tout ça est aujourd'hui dans une ténébreuse et profonde unité, et on est dans un système qui se met en place, dont on a l'impression qu'on ne peut pas sortir si on reste dedans. Mais il y a une oligarchie européenne aussi. Oui, bien sûr, elle est européenne, et nous avons attaqué très souvent cette oligarchie britannique qui n'a rien à voir avec le peuple anglais, mais qui est celle des milieux de la City. Il y a eu un excellent film sur France 5 de Mathieu Verboux, le 18 octobre, j'en fais la publicité parce que c'est un film excellent, sur la City et ce qu'est la City. Alors il y a le pouvoir financier, puis il y a l'intimidation culturelle. Oui, pour en finir, c'est ça votre programme, avec Wall Street et la City. Oui, d'avoir un monde où, comme le voulait Roosevelt, comme le voulait De Gaulle, dans un certain sens, la politique de la France ne se fasse pas à la corbeille. Aujourd'hui, il n'y a même plus de corbeille. Il y a les machines électroniques qui jouent dans des marchés particulièrement opaques que la directive MIF, qu'on ne connaît pas d'habitude, du 1er novembre 2007, mise en place par Nicolas Sarkozy, mais qui était européenne, permet aux banques de jouer dans l'ombre et de faire tous les rapports incestueux, tous les rapports d'initiés qu'on puisse imaginer. C'est très très grave. C'est à cela qu'il faut mettre fin. Alors on parle de l'euro, de l'euro, de l'euro. Le problème fondamental n'est pas celui-là. Le problème fondamental, c'est ces intérêts qui opèrent dans l'ombre, le shadow banking, comme disent les Anglais, dans les dark pools, on dit en français, on est plus poli, les plateformes alternatives. Et là, il y a quelque chose qui est absolument contraire à l'esprit de la République et de la démocratie. Donc vous pensez quand même, vous mettez en accusation Nicolas Sarkozy et Angela Merkel dans le tour qu'ils ont donné à l'Europe. Ce sont des symptômes, ce ne sont pas des causes, mais ce sont des symptômes actifs. Est-ce que lutter contre les flux migratoires, vous avez dit au fond, ce n'était pas tellement contre les flux migratoires qu'il faut lutter, mais effectivement plutôt sur les flux financiers? Absolument. Pour ce qui concerne ces flux migratoires, moi je trouve aberrant que l'immigration soit au ministère de l'Intérieur en France. Il faudrait un ministère de la coopération, du co-développement et de l'immigration. Parce que l'immigration, et c'est l'émigration, c'est les deux mêmes choses, c'est les deux faces de la même chose. Il faut quelque chose qui développe l'Afrique, qui donne la chance aux jeunes Africains qui ont des diplômes d'être en Afrique et d'avoir un véritable développement dans leur pays. Et il faut les accueillir ici, pour les former, les développer. Et la circulaire Guéant, alors, dans ce sens-là, est une aberration. Vous parlez de l'euro, mais j'ai remarqué que dans votre livre, vous proposiez une double monnaie, en quelque sorte, de revenir au franc pour tout ce qui est échange intérieur à la France et de garder un euro pour tout ce qui est développement, grands chantiers, grands travaux. On peut garder deux monnaies comme ça? Alors, je dirais, dans un premier temps, si j'ai été élu président, ce qui n'arrivera pas, mais j'espère mettre assez de pression pour le président suivant le fasse, j'irai auprès des chefs d'État dans le monde, pas seulement en Europe, mais je commencerai par l'Europe. Et je dirais, voilà, il faut faire une Europe de grands travaux, celle que voulait Delors, mais pas au niveau de l'Europe, au niveau de l'Eurasie, de toute l'Eurasie. C'est la chance pour le monde. Et il faut le faire, et pour le faire, cette Banque Centrale Européenne, les institutions européennes, la Banque Européenne, doivent donner les moyens. Elles le feront, je crois, certainement pas. Donc, on relève ce défi et on dit... On revient à un franc pour les transactions intérieures et on a une monnaie commune pour les grands projets avec des délégations de souveraineté éventuelles, mais par projet.
pas partir sans harmonisation fiscale, sans harmonisation sociale, sans rien, partir d'une monnaie qui s'avère de plus en plus une monnaie au service des marchés financiers, un relais des marchés financiers. Nouveau aussi dans votre programme, l'ouverture donc vers l'Asie. Est-ce que vous avez conscience d'être un peu un des seuls dans le monde politique, Jean-Pierre Raffarin, effectivement, mais dans les candidats, parmi les candidats, compagnons étranges sur cette vision des choses. Alors la Chine, c'est l'avenir. Il faut négocier durement avec la Chine. Il ne faut pas être gentil, mais on doit trouver un accord pour le développement mutuel. Et il faut que nous donnions de l'équipement et de la technologie à la Chine pour qu'ils se développent, mais pour ça, il faut qu'on le développe chez nous. C'est-à-dire qu'on fasse une politique de recherche, qu'on fasse une politique de la connaissance. On a parlé de la société de la connaissance à Lisbonne en 2000, puis on n'a rien fait du tout. On n'a rien fait du tout parce que le financier pesait sur les décisions des hommes politiques. Alors, il faut ouvrir le jeu et dire, au niveau du monde, il faut rétablir ce qu'un Michel Rocard propose, une conférence internationale dans laquelle on met à plat tous les problèmes. Le G20 ne l'a pas fait. Pourtant, la Chine est très critiquée en France, y compris par la gauche, et même surtout par la gauche. Vous trouvez néanmoins que la mondialisation passe par la Chine? Elle passe nécessairement par la Chine. Vous savez, j'étais un lecteur en son temps des habits neufs du président Mao, de Simon Leys, et j'étais critique à l'époque de la Chine comme les autres ne l'étaient pas. On avait une certaine rêverie maoïste en France, complètement aberrante. Et maintenant, c'est le contraire. La Chine propre me paraissait encore meilleure. Aujourd'hui, on est passé à l'inverse, alors qu'en Chine, ce qui est très intéressant, c'est que c'est comme les États-Unis. En France, on dit les États-Unis, la Chine. C'est des pays traversés de contradictions. Et il y a des groupes, des factions, des mouvements divers qui traversent ces pays. Et en Chine, il y en a certainement un. Il y a des gens qui disent, voilà, il faut un système de retraite, il faut un système social, il faut un système qui permette à la main-d'œuvre d'être formée, de vivre, et qu'il n'y ait pas ces travailleurs migrants que l'on donne un permis et qu'on exploite à mort. Donc il faut encourager ce qui en Chine sont ces germes de démocratie et de république qui existent. Au fond, vous pensez que l'Europe n'est plus le cadre adapté et que c'est le monde qui est le cadre adapté pour un développement? Alors oui, c'est vrai, mais si l'Europe était l'Europe, elle pourrait jouer un grand rôle. Celle-là qu'on nous sert, c'est plus l'Europe même de Robert Schuman ou de Charles de Gaulle. Allez, mettons-les ensemble, ou de Pierre Mendès France. Et Mendès France, si on relit La République moderne, met en garde contre précisément ce qui peut se produire aujourd'hui. Il dit, si on laisse ce monde financier faire la loi, on va vraiment entraîner l'Europe hors de sa raison d'être. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Ce que disait Mendès France en 62, c'est ce qui est arrivé. À quel moment vous situez le tournant entre l'espoir européen et l'échec européen? Alors, je dirais, c'est quand j'étais entre 1969 donc et 1973, 72, enfin je suis parti en 72 aux États-Unis, à la direction des relations économiques extérieures. Et alors, on était dans un milieu de discussion très riche à l'époque. J'avais le bureau en face de celui d'Alexandre Kojève qui venait de mourir. Donc il avait laissé une trace. J'aime pas du tout Kojève par certains côtés, mais c'était un esprit créateur, un esprit qui lançait le débat. Donc il y avait tout un débat à l'époque sur l'Europe, sur le futur, sur l'avenir. Et dans ce débat se posait la question de l'adhésion de l'Angleterre au marché commun à l'époque. Et j'étais un opposant parce que je pensais un peu comme De Gaulle que l'Angleterre, la Grande-Bretagne, plutôt le Royaume-Uni, il faudrait dire, devait passer par une acceptation en profondeur de ce dessein européen et qu'on ne devait pas le laisser rentrer à ces conditions. Et malheureusement, Pompidou a cru que Heath serait un allié, et j'ai de l'estime pour Edward Heath, c'est un conservateur, je ne suis pas du tout un conservateur, mais c'est un homme estimable, Edward Heath. Et puis tout à coup, Edward Heath est parti, dès que ça est arrivé Harold Wilson, qui est un travailliste et pour lequel j'ai aucune estime, pas plus pour lui que pour Tony Blair. Ce sont des gens, pour moi, qui ont trahi le dessein, trahi leur mission, trahi leurs origines. Et c'est à ce moment-là que l'Europe financière s'est imposée à l'Europe. Maurice Allais l'analyse très bien dans ses livres. Maurice Allais, prix Nobel le prix Nobel français. Le seul en économie, c'est pas tout à fait un prix Nobel, mais enfin c'est l'équivalent en économie. Maurice Allais avait très bien dit, il montre comment il y a une inflexion de l'Europe en termes de croissance exactement à ce moment-là. Alors c'est pas la faute
à la Grande-Bretagne. Mais c'est la faute au mauvais chemin qu'a pris l'Europe à ce moment-là, qui est devenue une Europe où on négociait plus entre banques centrales qu'entre hommes politiques. Si vous étiez président, après tout vous vous présentez, si vous étiez président, quelles sont les 3 mesures que vous feriez en premier? La première, symbolique et forte, séparer les banques d'affaires des banques de dépôt et de crédit, et dire je le fais en France, je ne vais pas le faire moi-même, je l'entame. C'est-à-dire, je propose et j'encourage la création d'une commission d'enquête parlementaire sur ce sujet, comme l'avait fait la commission Pécora sur Roosevelt et comme on l'avait un peu à la Libération, avec des pouvoirs d'instruction et des pouvoirs de réquisition, qu'on puisse aller chercher les documents qu'ont les banques. Aujourd'hui, il est scandaleux que BNP Paribas ait 500 milliards hors bilan et on ne sait pas ce qu'il y a, ils ne veulent pas dire ce qu'il y a. Donc il faut le savoir, il faut montrer au peuple pourquoi cette crise s'est produite. Alors aux États-Unis, il y a eu un peu de ça. Il y a une commission Angelides qui a très bien expliqué dans un rapport très long ce qui s'était passé, en disant on a été comme Icare, on a voulu s'approcher du soleil, on s'est brûlé les ailes, on est tombé. Donc première mesure. Cette mesure et en même temps le fonctionnement de cette commission d'enquête parlementaire pour que le peuple sache, pour qu'il soit au courant. Donc, la deuxième, j'irai à Moscou, comme je l'ai dit, à Pékin, à Washington et à Bruxelles, et d'abord à Bruxelles, pour dire il nous faut faire ensemble quelque chose, la France ne peut pas toute seule, il nous faut faire ensemble quelque chose et rétablir l'Europe. Et j'y mets mes conditions, et je mets les conditions avec la même fermeté que De Gaulle pouvait avoir eu en son temps. Si ça ne marche pas, ben, je mets en cause mon mandat. C'est un risque à prendre aujourd'hui, parce qu'on est à un moment où cette décomposition de l'Europe, il faut l'arrêter. Il faut remettre l'Europe sur la voie de la science, de la technologie, des grands travaux d'intérêt mutuel, en accord avec l'Eurasie, et j'espère, avec les États-Unis, si la politique américaine change. Donc ça pose la grande question de la politique américaine, bien sûr. Troisième... Et la troisième mesure serait une mesure intérieure, je dirais, grâce à cette politique-là, il y a un ensemble de choses qu'on peut faire. C'est-à-dire rétablir une vraie médecine du travail qui n'existe plus, rétablir une vraie inspection du travail, faire augmenter le SMIC de 300 € en 3 tranches, mais très vite, et faire la grande réforme fiscale qu'il faut faire en France. Quand même, en France, on parle beaucoup de fiscalité, de fiscalité, de fiscalité, et il y a ce nom difficile qui est celui de la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale. Il y a 21 personnes, c'est grotesque. Il faudrait vraiment un pouvoir de l'État qui revienne et donner à la population le sens de ce qu'on peut faire à ce moment-là, et en particulier pour la jeunesse. Est-ce qu'on peut parler de crise, comme vous souhaitez qu'on le fasse, et augmenter le salaire minimum à 1 700 €? Oui, à condition d'avoir une politique fiscale qui permette de trouver la substance. Et où on la trouve, cette substance? D'avoir une politique qui développe la production et de faire marcher la consommation, la production et la substance fiscale d'un même pas. Aujourd'hui, on sépare les choses et on raisonne, je dirais, puisque je suis d'origine auvergnate, en tranches de saucisson, au lieu de voir le haut, le tout. Et si on voyait de haut le tout, on peut faire des choses qu'on n'envisage même pas aujourd'hui. Est-ce que vous vous situez à gauche ou à droite dans l'éventail politique? C'est ce que j'ai dit. On n'arrive pas à vous suivre. Gaulliste de gauche, parce que Sarkozy n'a jamais été gaulliste, il l'a dit d'ailleurs à des historiens, tout à fait honnêtement. Et de gauche, parce que Hollande est extrêmement tiède, il est plus souvent de Queuille que de gauche, Henri Queuille. Donc je pense qu'il faut mettre une pression dans ces courants qui en France représentent pour moi la résistance, et je suis pour essayer de constituer une résistance, un peu de catalyseur de ce monde de la finance dont Hollande a parlé. Qu'est-ce que vous diriez aux Français? Vous avez 50 secondes. Je dirais aux Français, il faut se ressaisir, il faut une autre politique. Cette autre politique, c'est de remettre l'argent au service du travail, de la technologie et de la science. Vous avez des gens à gauche qui disent qu'il faut la justice sociale, mais ils n'ont aucun sens de ce qu'est la science, ils n'ont aucun sens de ce qu'est le nucléaire, par exemple. Vous avez des gens à droite qui veulent gérer les choses, qui ne veulent pas faire cette politique de justice sociale. Merci, Monsieur Chaminade. Merci beaucoup.